Aujourd'hui, nous accueillons Madame Ursula Beller, qui est professeure à l'Université de Zurich. Nous avions remarqué que l'Université de Zurich occupait une grande place dans le séminaire de cette année, mais c'est une sorte de hasard, parce que les trois intervenants zurichois ont des préoccupations différentes et des horizons, enfin naturellement que nous connaissons tous bien et que nous nous aimons tous bien, mais ce n'est pas du tout trois facettes de la même recherche. D'ailleurs, Ursula Beller est quelqu'un de fort original qui n'est pas uniquement, ni même principalement, peut-on dire, médiéviste. Au départ, c'est un vrai savant, c'est une linguiste, enfin, il fait de la vraie linguistique, et elle s'est intéressée ensuite, ou à côté, à Gaston Paris, auquel elle a consacré une monographie énorme, définitive, et vraiment magnifique chez Drault, et vraiment magnifique à la fois d'érudition, de pénétration, de nuances. Et alors, on dirait Gaston Paris, c'est un grand personnage, mais enfin bon, et si, on voit que l'importance qu'il a joué, du rôle qu'il a joué, non seulement dans le développement des études de langue et littérature du Moyen-Âge, dont il a été reconnu comme le père et le saint patron de son vivant même dans l'Europe entière, mais aussi comme figure du monde intellectuel français et donc européen, à la fin du XIXe siècle, et y compris dans les querelles politiques du temps. Ursula Beller a consacré un très beau petit livre à Gaston Paris, c'est l'affaire Dreyfus. Gaston Paris Dreyfusard, c'est un livre qui est très bien fait parce qu'elle suit la correspondance de Gaston Paris, mais en même temps en éclairant cette chronologie, en mêlant la compréhension des faits et des personnes au récit de ce qui se passe. Et on voit le rôle à la fois prudent et courageux, mais émouvant, peut-on dire, de Gaston Paris dans ce genre de circonstances, parce que on peut dire il a été prudent, il n'a pas été tant que ça, et puis c'est pas si facile d'être extrêmement courageux, enfin d'être téméraire quand on a les responsabilités qui étaient les siennes. Gaston Paris était administrateur du Collège de France, ce moment où il était à l'Académie des instruments et belles-lettres, c'est le moment où il est entré à l'Académie française. C'était une figure telle à un moment, enfin bon, ça m'a frappé parce que comment interpréter quelque chose de ce genre, et je parle sous le contrôle d'Ursula, je me trompe peut-être, donc il était très lié à Gabriel Monod. Tiens, j'ai quelque chose pour vous à cet égard. Et Gabriel Monod lui dit, après la condamnation de Dreyfus, après le procès de Rennes, enfin la seconde fois, il dit il faut renvoyer notre Légion d'honneur. Et Gaston Paris dit ah oui, c'est peut-être quand même un peu beaucoup. Et alors, on voit, bon, il n'a pas envie de renvoyer sa Légion d'honneur, mais aussi, il dit à juste titre, mais je suis administrateur du Collège de France, et donc je demande la Légion d'honneur pour mes collègues. Et alors, plus personne au Collège de France n'aura la Légion d'honneur s'ils renvoient la Légion d'honneur. Ils seront peut-être pas d'accord. S'ils renvoient la mienne, ils seront peut-être pas d'accord. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Et on voit, d'un côté, c'est un peu... Enfin bon...
Ne jugeons pas. Et voilà. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on lit Ursula Beller avec passion et que dans tout ce qu'elle écrit, et que les quelques mots que j'ai pu dire, que je pourrais dire encore, de Gaston Paris et des médiévistes de cette époque, sont juste le fruit de ma lecture pas assez attentive d'Ursula Beller, que je lui dois tout, et que c'est elle, de sa bouche, que va sortir à la fois la vérité et la pensée. Alors, je vous remercie de cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous. Alors, j'aimerais vous présenter ici, à titre d'hypothèse, et j'insiste bien sur ce mot d'hypothèse, une interprétation du problème de l'anonymat chez l'un des fondateurs de la philologie romane en France, donc Michel vient de le dire, à savoir Gaston Paris. Alors, pour avoir une base de comparaison, et inscrire en même temps le développement dans une perspective historique, je vais commencer mes réflexions par Jacob Grimm, dont l'œuvre représente l'un des points de départ de la philologie moderne, telle qu'elle s'était développée en Allemagne à l'époque romantique. Donc vous avez ici sur le premier slide quelques éléments biographiques sur Jacob Grimm. Je pense qu'entre-temps, vous les avez déjà lus, donc je ne vais pas répéter les éléments que j'ai mis. Alors, ce qui m'intéresse dans la pensée de Jacob Grimm, c'est évidemment la distinction qui lui est chère entre Naturpoésie ou Volkspoésie d'une part et Kunstpoésie de l'autre. Donc, il distingue entre poésie naturelle ou poésie populaire d'un côté et poésie artistique de l'autre. Grimm avait repris le couple Naturpoésie-Kunstpoésie à Johann Gottfried Herder, mais je ne vais pas entrer ici dans les détails de la filiation des idées. J'aimerais juste expliciter un ensemble de prémices qui structurent le discours de Jacob Grimm, tout comme elles structureront d'ailleurs celui de Gaston Paris. Et cet ensemble de prémices semble également avoir été formulé pour la première fois par Herder dans son texte Auch eine Philosophie zur Geschichte der Geschichte zur Bildung der Menschheit, une autre philosophie de l'histoire, un texte paru en 774. Herder paraît en effet être à l'origine de l'imbrication de trois éléments dans un tout d'ordre essentialiste, et Michel Zinc vient d'en parler aussi au début de sa conférence de tout à l'heure. Donc, premier point, l'histoire se construit dans le cadre du peuple, c'est-à-dire de la nation. Deuxième point, la littérature, plus que d'autres formes de manifestation de l'esprit humain, constitue l'âme, l'identité de la nation. Troisième point, le génie de chaque peuple est intrinsèquement lié à sa langue. Alors, cette configuration d'idées a été reprise par August Wilhelm Schlegel, par Johann Gottlieb Fichte, par les frères Grimm et par bien d'autres penseurs romantiques. Et encore une fois, elle structurera également le discours de Gaston Paris, qui pourtant, on le verra, s'inscrira souvent en faux contre les théories romantiques. Mais venons-en à Jacob Grimm. Celui-ci admet pour l'humanité un état originel parfait, complet à tous les égards, à la suite duquel il y aurait eu un mouvement de décadence, de dégradation, dans lequel on serait passé successivement de la poésie naturelle à la poésie artistique. Alors que l'état originel correspondrait aux temps prénationaux, la poésie naturelle et populaire reflèterait les premiers temps nationaux, en l'occurrence, pour ce qui est du centre d'intérêt de Jacob Grimm, les origines de la nation germanique. Avec la poésie naturelle et populaire, on entre pour ainsi dire dans le règne de l'histoire nationale plus précisément. La poésie naturelle et populaire se caractérise en effet, selon Jacob Grimm, par la coprésence de l'histoire et de mythes. Et ces mythes, eux, viennent de plus loin, de l'état prénational, originel précisément, et ces mythes sont bien, en dernière instance, d'inspiration divine. Alors, à propos de la distinction entre poésie naturelle et poésie artistique, Grimm écrit en 1808, donc je vous donne d'abord la citation en allemand, et puis je vais traduire assez librement l'essentiel de la citation.
Man streite und bestimme, wie man wolle, ewig gegründet unter allen Völker und Länderschaften ist ein Unterschied zwischen Natur- und Kunstpoesie, epischer und dramatischer Poesie, Poesie der Ungebildeten und der Gebildeten, und hat die Bedeutung, dass in der epischen die Taten und Geschichten gleichsam einen Laut von sich geben, welcher forthallen muss und das ganze Volk durchzieht, unwillkürlich und ohne Anstrengung, so treu, so rein, so unschuldig werden sie behalten, allein um ihrer selbst willen ein gemeinsames, teures Gut gebend, dessen ein jedweder teilhabe. Donc, il existe chez tous les peuples et dans tous les pays une différence entre poésie naturelle et poésie artistique, entre la poésie épique et la poésie dramatique, entre la poésie des gens non cultivés, des gens qui n'ont pas eu accès ou qui n'ont pas accès à la culture, et la poésie des gens cultivés. Cela veut dire que dans la poésie épique, les gestes et les histoires produisent comme un seul son qui résonne dans tout le peuple, instinctivement et sans effort. Ces gestes et ces histoires se conservent de façon si fidèle, si pure, si innocente, juste pour eux-mêmes, qu'ils constituent un bien auquel tout un chacun puisse prendre part. Le genre épique est donc le genre par excellence de la poésie dite naturelle et populaire. Celle-ci reflète l'histoire du peuple, elle est d'origine à la fois historique et divine, et s'inscrit en fin de compte, de par la métaphore employée, et les métaphores évidemment ne sont jamais innocentes, dans le registre de la nature, de ce qui ne dépend pas de la volonté humaine. La poésie naturelle s'oppose en ceci à la poésie artistique, résultat de la volonté et du travail d'un sujet individuel, singulier. Grimm a soin d'expliquer que Naturpoésie et Kunstpoésie ne peuvent pas coexister dans le temps, mais s'étalent nécessairement sur un axe chronologique de décadence, inscrit lui aussi dans l'ordre des choses naturelles, voulu en fin de compte par Dieu. Il se gardait bien pourtant de préciser les époques respectives, et d'ailleurs tout son modèle reste hautement spéculatif, mais il semble situer le plus souvent le moment de rupture entre les deux types de poésie à la fin du Moyen-Âge, avec la naissance du Meistergesang, c'est-à-dire avec l'émergence de la poésie des maîtres chanteurs. En 1811, il y a un débat fort intéressant entre Jacob Grimm et Achim von Arnim au sujet précisément de l'opposition entre Natur- et Kunstpoésie. Achim von Arnim avait publié avec Clemens Brentano le recueil de chansons populaires des Knaben Wunderhorn. Je crois que la traduction, c'est le chœur enchanté de l'enfant. Donc c'était un recueil de chansons populaires en 3 volumes, paru entre 1805 et 1808. Alors, dès la parution de ce recueil, Achim von Arnim avait été critiqué, entre autres par Jacob Grimm, pour avoir trop réécrit les chansons publiées par lui, pour les avoir trop adoptées au goût de l'époque, en y exerçant un travail créateur subjectif. Or, Arnim, le poète, il est essentiellement poète, s'oppose de manière radicale à la distinction proposée par son ami philologue entre poésie naturelle et poésie artistique, et fortiori à l'idée d'une succession et d'une dégénérescence entre ces deux types de poésie. Pour Arnim, la poésie est un don éternel qui se manifeste à toutes les époques de manière différente chez les différents poètes. Donc, ceci amène Grimm à préciser, encore une fois, ses idées au sujet de cette distinction entre poésie populaire et poésie artistique. Et on va retrouver ici le problème de l'anonymat. Die Poesie ist das, was rein aus dem Gemüt ins Wort kommt, entspringt also immerfort aus natürlichem Trieb und angeborenem Vermögen, diesen zu fassen. Die Volkspoesie tritt aus dem Gemüt des Ganzen hervor. Was ich unter Kunstpoesie meine, aus dem Einzelnen. Darum nennt die neue Poesie ihre Dichter, die alte weiß keine zu nennen. Sie ist durchaus nicht von einem oder zweien oder dreien gemacht worden, sondern eine Summe des Ganzen. Wie sich das zusammengefügt hat, bleibt unerklärlich, wie ich schon gesagt habe. Aber es ist doch nicht geheimnisvoller als wie das, dass sich die Wasser in einen Fluss zusammentun, um nun miteinander zu fließen. Mir ist undenkbar, dass es einen Homer oder einen Verfasser des Nibelungen gegeben habe. Wenn ich also sage, dass die Kunstpoesie die der Natur aus sich selbst herzustellen sucht, ohne sie zu erreichen, so glaube ich, recht zu sagen.
In diesem Sinn ist Goethes Poesie weniger als eine alte Mythologie, wie Luther weniger als das Christentum. Donc la poésie est ce qui passe en toute pureté de l'âme, c'est le mot Gemüt, je traduirais par âme, de l'âme dans la parole, ce qui jaillit donc toujours à nouveau d'une pulsion naturelle et de la capacité innée de la saisir. La poésie populaire surgit de l'âme du tout, c'est ce que j'entends par poésie artistique surgit de l'individu. C'est pourquoi la nouvelle poésie nomme ses poètes. L'ancienne n'en sait nommer aucun. Elle n'a nullement été créée par un seul, par 2 ou 3 individus, mais elle est la somme du tout. Comment cela a été assemblé reste inexplicable. Mais ce n'est pourtant pas plus mystérieux que ne l'est la façon dont les eaux d'un fleuve se rassemblent pour couler ensemble. Je tiens pour impensable qu'il y ait eu un Homère ou un auteur de la chanson des Nibelungen. Si je soutiens donc que la poésie artistique cherche à créer d'elle-même la poésie naturelle sans jamais l'atteindre, je pense dire juste. Et puis j'ai oublié de traduire le reste. Enfin, que Goethe vaut moins que la mythologie ancienne et que Luther vaut moins que le christianisme originel. Donc la poésie naturelle et populaire chez Jacob Grimm est par essence anonyme. Et ceci dans le sens, je dirais, à la fois le plus concret et le plus absolu du terme, car il ne saurait y avoir, même théoriquement, d'auteur identifiable, singulier ou pluriel. En réalité, l'anonymat devient ainsi une catégorie proprement impensable, car l'anonymat ne se définit précisément que par rapport à la notion d'auteur identifiable, que celui-ci soit individuel ou collectif. Rien d'étonnant donc à ce que Grimm renonce à une explication rationnelle du phénomène. La poésie populaire relève, en fin de compte, nous dit-il, de la volonté de Dieu et révèle ainsi une part de la vérité divine. Au total, la poésie populaire est dépositaire d'une triple vérité, divine, humaine et nationale. Les autres valeurs qui lui sont attribuées sont celles, on vient de le voir, de l'innocence, de la sincérité, de la pureté, de la simplicité, de la spontanéité non réfléchie et de la communicabilité immédiate. Toutes ces valeurs sont du moins en partie surdéterminées par un cadre idéologique précis, car il semblait bien que le humble peuple stylisé par Jacob Grimm en une figure collective dépositaire de la triple vérité évoquée est à comprendre comme la préfiguration historique de la bourgeoisie libérale de sa propre époque dans sa lutte contre l'aristocratie qui, elle, serait d'une certaine façon présente dans le concept de la Kunstpoesie, de la poésie artistique. Alors, si chez Jacob Grimm, la poésie naturelle et populaire est anonyme dans le sens absolu qu'on a vu, l'une des conséquences de cette idée est que le pôle de production et le pôle de réception ne se laissent plus distinguer l'un de l'autre, mais coïncident fatalement et nécessairement dans cette même collectivité anonyme nommée peuple. Ce sont exactement les mêmes qui à la fois produisent et consomment la poésie. Et en vérité, cette distinction ne fait plus sens, pas plus que la catégorie de l'anonymat elle-même. Or, à la même époque, on a également réfléchi à la question de la production épique et de l'anonymat au sujet de l'épopée antique, et on a donné d'autres réponses au problème. Je prendrai comme exemple le fameux essai de Goethe, über epische et dramatische Dichtung, sur la poésie épique et dramatique, paru en 1797. Dans ce texte, Goethe décrit de la manière suivante le narrateur épique qu'il appelle Rhapsode. Der Rhapsode sollte als ein höheres Wesen in seinem Gedicht nicht selbst erscheinen. Er lese hinter einem Vorhange am allerbesten, sodass man von aller Persönlichkeit abstrahierte und nur die Stimme der Musen im Allgemeinen zu hören glaubte. Donc, le rhapsode ne devrait pas apparaître comme un individu supérieur dans son poème. Le mieux serait qu'il lise derrière un rideau, pour que l'on fasse abstraction de sa personnalité et que l'on ne croit entendre que la voix des muses en général. Le rhapsode existe donc bel et bien chez Goethe en tant que sujet créateur individuel, mais ce qu'il raconte est de portée et de valeur si générale qu'il disparaît, ou mieux, qu'il doit disparaître derrière son texte comme derrière un rideau. Le sujet créateur n'a aucune importance en tant qu'individu singulier,
il n'est pour ainsi dire que le porte-parole de vérité et d'émotions collectives. Hegel ne dira pas autre chose quand il écrira dans son Esthétique « Es dichtet doch ein Volk als Gesamtheit nicht, sondern nur Einzelne. Ce ne sont que des individus qui créent et jamais les peuples dans leur collectivité. » C'est cette position démystifiée par rapport à celle de Jacob Grimm qui sera également défendue, on le verra, par Gaston Paris au sujet de la poésie épique médiévale. Alors, j'en viens maintenant à Gaston Paris. Alors, quelques repères sur sa personne. Donc, il a été successeur de son propre père, Paulin Paris, ici même au Collège de France, dans la chaire de langue et littérature française. Odile, est-ce que tu pourrais me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Parce que je ne peux pas bouger, j'ai ici le micro. Ensuite, il a été directeur aussi d'études de langue romane à l'École pratique des hautes études. Et comme couronnement de sa carrière, il fut élu à l'Académie française en 1896. C'est très gentil, merci. Alors, son profil idéologique est celui-ci. Donc, il a d'abord été monarchiste, et puis il est devenu, avec le temps, un républicain, mais alors un républicain de cœur, c'est-à-dire très convaincu. Il a été farouchement anticlérical et donc, comme l'a dit Michel, dreyfusard. Donc il s'est engagé dès le début pour la révision du procès de Dreyfus. Il a été fondateur avec Paul Meyer de la philologie romane en France sur le modèle allemand, développé par des gens comme Friedrich Dietz, Franz Popp et Jacob Grimm précisément. Alors, il met beaucoup, dans ses travaux, il met beaucoup l'accent sur la science, sur la philologie en tant que science, et donc aussi sur ce qu'on appelle sur les méthodes historico-comparatives qu'il faut appliquer dans ce domaine. Et c'est vrai que les efforts de Gaston Paris consistent essentiellement à faire accéder cette nouvelle discipline en France, donc la discipline de la philologie romane, au statut d'une science reconnue. Et ce travail, chez lui, se fait essentiellement sur le plan de réflexion méthodologique. J'y reviendrai. Le cadre général de ces travaux, c'est comme chez Herders, enfin depuis Herders, c'est, comme l'a dit aussi Michel Zinc, c'est l'histoire de la nation. Cet aspect, effectivement, on peut dire qu'il fait partie de l'héritage romantique, de l'héritage herderien de Gaston Paris. Sur le plan idéologique, la philologie romane est donc essentiellement au service de la construction de l'identité de la nation, dans ce qu'elle aurait de plus intime, à savoir sa langue et sa littérature. Alors, parmi les publications, je ne cite ici que l'histoire poétique de Charlemagne et sa thèse, et ensuite, donc, il a publié plus de 1200 publications dans tous les domaines de la philologie, linguistique, littérature, édition de textes. Il a fondé avec d'autres savants d'abord la revue critique et la Romagna. Je dirai un mot tout à l'heure sur la revue critique. Alors, le soubassement romantique des réflexions de Gaston Paris, que j'ai mentionné, donc, est cependant fortement modalisé, sinon ouvertement contrecarré, par une conception de l'histoire d'emblée antiromantique, de type, je ne dirais pas, enfin, oui, on peut appeler ça positiviste, mais je parlerai simplement de c'est l'historisme à l'époque. C'est aussi un courant historique qui a été développé en Allemagne qu'on appelle historisme. Et donc, Gaston Paris est un historiste. Alors, chez lui, l'histoire se pense comme un processus de transformation continue, comme une succession de périodes à jamais révolues. Mais elle ne dessine pas du tout une évolution décadente, bien au contraire, elle réalise un mouvement ascendant, marqué par les efforts humains d'élargir toujours plus le règne de la raison raisonnante, avec tout ce que cette évolution peut comprendre de difficile et de douloureux pour l'homme moderne, désenchanté, vivant sans certitude axiologique de nature transcendante. En un mot, le passé, le Moyen-Âge en l'occurrence, ne constitue pas un quelconque âge d'or pour Gaston Paris. C'est, comme il l'exprime lui-même, je cite, une aïeule qu'on ne songe pas à ressusciter, mais dont on se sait l'héritier, dont on respecte le souvenir et dont on se plaît à contempler l'image, à retrouver le sourire et la voix. Fin de la citation. Mais encore une fois, tout comme chez Jacob Grimm, ce sont bien chez Gaston Paris lui aussi le peuple, la nation, ainsi que la littérature dite populaire ou nationale qui sont au centre de l'intérêt. Le tout maintenant est de savoir
ce que le terme de peuple signifie réellement chez lui. Donc il y a bien l'idée d'un primat, et l'idée est tout à fait romantique, comme le disait Michel V, le primat du peuple, mais alors quel peuple? Alors j'ai essayé de systématiser un tout petit peu ce que je vais vous dire ici. Alors ce qui, pour le philologue, marque le plus profondément le Moyen-Âge est le fait qu'il aurait connu en quelque sorte deux clivages socioculturels successifs. D'abord, la ségrégation du monde des clercs avec celui des laïcs, et ensuite, au XIIe siècle, la séparation du monde des courtois avec celui des vilains. Au Moyen-Âge, la nation aurait donc été culturellement désunie, et c'est ce qui aurait rendu ça, ou mieux ces littératures, insuffisantes, incomplètes, inférieures par rapport à d'autres littératures, mais surtout inférieures aussi par rapport à ses propres potentialités. Il y aurait donc eu d'un côté la littérature cléricale et plus tard la littérature dite courtoise et de l'autre la littérature vulgaire ou populaire. Or, ce n'est pas tant l'organisation des faits elle-même qui pose problème dans cette construction, car personne, je crois, ne nierait l'existence au Moyen-Âge de ces différents univers, même si les cloisons n'est évidemment pas aussi étanches, loin s'en faut, que ne l'affirme Gaston Paris. Ce qui, en revanche, est hautement idéologique est la façon dont le philologue juge ces différents mondes et littératures qui en seraient sortis. Le seul véritable intérêt du savant, pour ce qui est de la première période du Moyen-Âge, va en effet à la littérature des laïcs, dont la production épique, les chansons de geste, sont pour lui la manifestation la plus éclatante et la plus importante. Or, ce qui marque une différence capitale par rapport à l'univers d'un Jacob Grimm, le peuple dont Gaston Paris parle ici ne se voit jamais valorisé de façon absolue, mais seulement de manière relative, en comparaison d'abord avec les clercs et ensuite avec les courtois. La raison en est relativement simple et dépend directement de la vision historiste et du philologue, c'est que le peuple seul est à ses yeux porteur des valeurs nationales et partant de l'évolution organique de la nation. Les clercs représentent pour lui un monde artificiel, largement réactionnaire, coupé de l'évolution naturelle de la nation française, qui se voit donc incarnée par les seuls laïcs. La même chose est vraie pour les courtois, qui eux aussi créent aux yeux du savant un monde artificiel et conventionnel, en excluant de manière tout à fait discourtoise les vilains, seuls véritables représentants du peuple français. On entrevoit ici le rapport complexe et ambigu entre romantisme et historisme. Le peuple est certes hypostasié, comme c'est le cas chez Jacob Grimm, en entité suprême pour la construction de la littérature et partant de l'identité nationale, mais en même temps, la catégorie en question ne recouvre plus les mêmes valeurs sémantiques ni axiologiques. L'idéal ou l'utopie qui se dresse à l'horizon chez Gaston Paris n'est pas celui du humble peuple largement inculte de la bouche duquel émanerait une espèce de vérité aussi naïve que profonde et éternelle, voire divine, mais celui d'un peuple cultivé, intégrant le plus possible les différentes couches sociales et dont la littérature nationale serait l'exact reflet. Mais ces peuples-là, justement, déplore Gaston Paris, n'existaient que sous forme tronquée au Moyen-Âge, d'où l'imperfection, l'infériorité de sa littérature. Donc, le grand rêve du philologue est bien celui d'une nation dont la cohésion sociale et idéologique serait assurée par un fond poétique commun qui exprimerait des valeurs partagées et permettrait de par là même des émotions partagées aussi. Alors, dès l'âge de 18 ans, Gaston Paris formule sa position dans une lettre à son ami de jeunesse, Amédée Durande. « Vois-tu, mon cher, quand un homme en est arrivé à mettre les vers dans la mémoire et dans la bouche d'un peuple entier, sois sûr que c'est un grand homme. Quel est le poète que connaissent et qu'aiment nos ouvriers? Est-ce Lamartine? Est-ce Hugo? Non, c'est Béranger. C'est lui qui vit dans le peuple. Et certes, c'est une belle gloire que d'être ainsi dans l'âme d'une nation entière. Et c'est une gloire si haute que depuis Homère, elle a déjoué toutes les autres. » La question de l'anonymat est bien au cœur du problème ici, car l'anonymat, nous l'avons déjà vu chez Goethe, est tout aussi lié à la réception qu'à la création d'une œuvre. Anonyme ou signé,
une œuvre peut acquérir, de par la réception collective, un statut anonyme, dans le sens où les textes ainsi partagés s'autonomisent de plus en plus de leur auteur, qui, s'il ne disparaît pas complètement de la mémoire des gens, n'a plus qu'un statut générique, abstrait, métonymique, tel Homère. Loin d'être un défaut, ce type d'anonymat peut être érigé en idéal. C'est le cas du rhapsode chez Goethe. Et c'est bien aussi cet idéal qui semble présent dans les réflexions de Gaston Paris. Et d'ailleurs, puisque j'ai parlé de lui, c'était également l'idéal explicite d'Achim von Arnim. Achim von Arnim se réjouissait du fait que le Reiterlied du Wallenstein de Schiller, le fameux Wohlauf Kameraden, était chanté à plein chœur par les soldats prusses qui ignoraient superbement le nom de l'auteur et croyaient fermement que la chanson leur avait été donnée par Dieu lui-même. Et Achim von Arnim de formuler un vœu personnel. Ich würde es als einen Segen des Herrn achten, wenn ich gewürdigt würde, ein Lied durch meinen Kopf in die Welt zu führen, das ein Volk ergriffe. J'estimerais comme une grâce du Seigneur si le privilège m'était accordé de donner au monde une chanson capable de saisir tout un peuple. C'est l'idéal, en somme, d'une poésie, non pas forcément anonyme au sens strict du terme, car il peut bien y avoir un auteur connu, comme c'est le cas de la chanson de Schiller, mais l'idéal donc d'une poésie qui est en quelque sorte anonymisée par la réception. Et nous allons retrouver cet idéal d'une poésie anonymisée par la réception dans le discours philologique de Gaston Paris au sujet notamment des chansons de geste. Les chansons de geste donc, sont le genre privilégié du savant, car ce sont elles qui nous feraient découvrir la naissance et la conscience nationale française. Et il y a, je crois, de toute évidence, un lien étroit entre les deux ordres de problèmes, entre la question de la construction de l'identité nationale et le problème de l'anonymat dans le sens que j'ai donné à ce mot dans le contexte. Alors donc, pour ce qui est des chansons de geste, Gaston Paris était donc un défenseur de l'hypothèse dite de la genèse longue des chansons de geste, d'après laquelle celles-ci auraient eu leur origine dans des chants lyrico-épiques nés dès les événements guerriers dont elles auraient gardé les traces. On a souvent essayé de rattacher cette construction à l'imaginaire philologique mis en place par Jacob Grimm. En réalité, les idées de Gaston Paris se distinguent de façon radicale de celles formulées par le penseur romantique. Les chants lyrico-épiques ne se forment pas, aux yeux de Gaston Paris, dans le mystère de l'âme populaire. Ils ne prennent pas leur origine dans l'inconscient du peuple, considéré comme un tout anonyme et indifférencié, et ils ne sont pas non plus révélés au peuple par une instance transcendante. En 1882, à la fin d'une longue étude sur le Carmen de Prodigione Guenonis, Gaston Paris écrit « En poursuivant ces études d'analyse critique qui ne font que commencer, on arrivera de plus en plus à se convaincre que, pour être lointaine et anonyme, l'épopée n'est pas dans d'autres conditions que les autres produits de l'activité poétique humaine, qu'elle ne se développe que par une suite d'innovations individuelles, marquées sans doute au coin de leurs époques respectives, mais qui n'ont rien d'inconscient, ni de populaire, au sens presque mystique qu'on attache quelquefois à ce mot. » Et en fait, dès 1863, donc dès l'âge de 24 ans, le philologue développe l'idée d'une origine aristocratique de l'épopée française. Le grand malheur du Moyen-Âge, et donc ici il parle en fait des premiers siècles du Moyen-Âge, en politique comme en littérature, a été la division trop rigoureuse de la nation en trois classes distinctes. Le clergé, qui formait pour ainsi dire une patrie à part pour ses membres, la noblesse, guerrière et toute puissante, et ce qu'on appela plus tard le tiers-état, dans l'embarras où l'on se trouvait à le désigner par un nom plus précis, c'est-à-dire la masse du peuple. Les barons avaient leurs chansons épiques, et ce n'est guère que de cette classe la plus importante au point de vue de la civilisation qu'il s'agit quand on parle de littérature nationale. Quelques opinions qu'on ait de l'ignorance plus ou moins profonde de la foule au Moyen-Âge, quelques littératures dont on lui attribue
Ouais, on sera obligé de convenir qu'antérieurement au XIIIe siècle, la poésie est à peu près exclusivement destinée à l'aristocratie et que des poèmes, surtout de la nature de celui qui nous occupe, ne pouvaient être écrits qu'en vue d'un public chevaleresque. C'est donc dans ce sens que nous pouvons regarder la chanson de Roland comme nationale. C'est surtout pour la classe aristocratique et guerrière de la nation qu'elle était vraiment épique. Alors, ce qu'il faut souligner dans ce dispositif interprétatif, c'est que l'aristocratie y représente la culture laïque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui l'intéresse, c'est la culture laïque, et en l'occurrence, c'est l'aristocratie qui représente cette culture laïque. Et que c'est donc dans ce sens précis que la poésie épique est dite populaire. Le philologue part en effet de l'idée que le niveau culturel de l'aristocratie chevaleresque des premiers siècles du Moyen-Âge n'aurait pas différé de façon sensible de celui dont aurait disposé le peuple au sens sociologique du terme, et ce qui se reflète très directement dans l'art propre aux chansons de geste. La littérature du Moyen-Âge, française, dans sa partie la plus ancienne, nous présente beaucoup de caractères qui distinguent généralement l'art populaire. Une grande simplicité de conception et d'exécution, un penchant marqué pour les types surhumains et les aventures merveilleuses, un médiocre souci de la vraisemblance et de l'observation, une forme négligée et souvent des trivialités et des grossièretés. C'est que la haute société, pendant longtemps, ne s'est distinguée du peuple que par son pouvoir, sa richesse et ses occupations guerrières. Elle n'avait pas reçu, sauf en ce qui concernait la vocation propre, d'autres instructions que celles de la masse, penser comme elle, sauf son orgueil de caste, et parler comme elle. Gaston Paris convoque donc ici la catégorie romantique de l'art populaire, et il en conserve même les critères esthétiques, mais encore une fois, chez le philologue français, le peuple anonyme ne crée pas, contrairement à ce que déclarait un Jacob Grimm. Chez lui, la poésie dite populaire, tout en étant anonyme, est, tout comme la Kunstpoésie, le résultat d'un acte ou d'une série d'actes de création individuelle ancrés dans le temps et dans un espace social concret, aristocratique en l'occurrence. Autre différence capitale, l'esthétique de l'art populaire n'est jamais glorifiée, ni tant soit peu idéalisée par le philologue, qui au contraire la juge bien souvent de manière très sévère. Au total, l'art populaire est dit populaire par Gaston Paris pour cette raison précise qu'il reflèterait la culture laïque, opposée aux cultures cléricales et courtoises. La question de l'anonymat, ici encore, concerne donc moins la production que bien plutôt la réception des chansons de geste et partant des valeurs prônées par elles. L'épopée française est l'histoire nationale vécue et chantée par l'aristocratie au moment de ces guerres et après. Et c'est tout ce qui compte. Que les différentes variantes des différentes chansons de geste aient eu des auteurs réellement existants et donc théoriquement identifiables est en fin de compte sans aucune importance. Que ces auteurs aient mis en circulation des idées et des formes poétiques qui surent toucher une collectivité nationale, populaire, dans le sens que j'ai donné à ce mot, est tout ce qui intéresse le philologue. Ces idées et ces formes n'ont pas besoin de noms propres. Tout au contraire, les noms propres ne feraient qu'en restreindre la vérité et la portée. Alors, tout comme il convoque la catégorie de l'art populaire, Gaston Paris utilise aussi la catégorie romantique de la poésie artistique, en valorisant, comme le faisaient les romantiques, la première au détriment de la deuxième. Ce sont notamment les romans courtois qui se voient rangés dans cette catégorie de Kunstpoésie. Alors, je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais on peut opposer assez systématiquement ces deux types d'esthétique, l'esthétique des chansons de geste et l'esthétique des romans courtois, et donc avant tout des romans bretons. Alors, les chansons de geste, c'est de la poésie populaire, Volkspoésie. Les romans courtois s'inscrivent dans le registre de la poésie artistique et de la Kunstpoésie. Les chansons de geste seraient une poésie aristocratique à valeur socioculturellement unificatrice et dans ce sens populaire, alors que la poésie aristocratique serait une poésie à valeur socioculturellement ségrégative et donc pas populaire. Chansons de geste, c'est la poésie véridique à valeur morale, alors que les romans courtois seraient
représenterait une poésie mensongère, purement fictive, un pur amusement de société finalement. Alors, donc, on peut dire qu'à la poésie fruste et centrée sur le fond que représentent les chansons de geste, s'opposent les romans courtois qui, eux, aux yeux du philologue, sont une poésie raffinée, centrée essentiellement sur la forme. Alors, la grande utopie de Gaston Paris, dans l'ensemble, encore une fois, est celle d'une communication poétique qui relèverait de la communion immédiate de la nation dans sa totalité autour de certaines valeurs et émotions. Alors j'ai choisi à dessein le terme de communion car il est évident qu'il y a dans cette utopie une dimension quasi religieuse aussi. Donc la place de la transcendance, elle est là, n'est-ce pas? Elle a été évacuée dans d'autres domaines, mais on la retrouve ici. Donc c'est cet idéal, le rêve d'une communion immédiate. Mais il y a plus. Car l'idée d'une communion immédiate semble liée à l'idée de la transparence du sens aussi. Rien, dans le cas idéal, ne devrait faire obstacle à la compréhension immédiate de la littérature par le peuple. Et c'est dans ce sens aussi que l'anonymat peut être érigé en idéal poétologique, indépendamment de toute question d'attribution concrète, indépendamment de la présence ou de l'absence effective d'un nom d'auteur. En d'autres termes, même s'il y a un auteur qui signe son œuvre, la communication participative qui est désirée par le philologue relève de la logique de l'anonymat, en ce qu'elle est exclusivement centrée sur le message du texte, sur le texte, et non pas sur l'auteur. Alors, pour conclure, j'aimerais prendre en fait deux exemples supplémentaires qui montre la constance de ce principe, ce que j'appelle une poétique de l'anonymat, la constance de ce principe dans le discours de Gaston Paris. Alors, mon premier exemple concerne les réflexions du philologue au sujet de l'innovation langagière, et notamment par rapport aux métaphores. Est-ce que les métaphores sont capables d'enrichir la langue, d'innover la langue? Alors, dans un compte-rendu qu'il consacre en 1887 à un livre de son ami Arsène Darmesteter, ce livre s'intitulait « La vie des mots, étudiés dans leur signification », donc dans son compte-rendu, Gaston Paris écrit au sujet de la création, de la possibilité de la création de nouveaux sens dans le langage. Il écrit ceci, et vous allez voir à quel point cela rejoint, sans autre commentaire d'ailleurs, ce que nous avons vu jusqu'ici. Les sens nouveaux naissent d'une invention individuelle chez l'initiateur, mais il faut qu'elle se produise dans des conditions où l'auditeur l'admette. Donc vous avez de nouveau le passage du pôle de production au pôle de réception qui est seul important en fait. L'éclair ne jaillit que par la rencontre de deux électricités. Le sens nouveau ne naît que par la rencontre de deux puis de plusieurs intelligences. Ainsi s'explique la prudence et la lenteur graduée des évolutions du sens des mots. Les poètes, il est vrai, se permettent autres allures. Ils franchissent dans leur vol un degré intermédiaire et passent d'un premier sens à un troisième en supposant connu un deuxième possible. S'ils ne sont pas doués de ce don merveilleux d'instinctive sympathie qui leur fait pressentir jusqu'où ceux à qui ils parlent peuvent les suivre, ils risquent d'échouer misérablement. Le style des époques de décadence, trop saturé de littérature, est presque toujours caractérisé par une tendance maladive vers l'excès des métaphores et par la suppression des intermédiaires poussés jusqu'à l'obscurité. Cette poésie peut offrir de grands charmes aux initiés et elle développe les ressources les plus variées de l'art et de l'artifice, mais elle n'est jamais nationale. Elle ne s'adresse qu'à de petits cercles raffinés où l'on est fier d'une compréhension laborieusement acquise. C'est donc de nouveau ici l'idée du sens partageable qui est ici mise en avant. Et ce qui est critiqué dans la poésie décadente, et Gaston Paris vise certainement ici le symbolisme, ce sont les excès de la présence du sujet, les excès de la présence de la subjectivité, les excès de l'individualité, les excès de la singularité, au détriment justement de la communicabilité. Alors, nous pouvons donc compléter le tableau, et j'entends bien ce tableau maintenant comme un tableau d'homologation, d'homologie, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'identité terme à terme, mais ce qui reste, c'est le rapport entre les choses. Et donc,
Ce que nous avons vu pour le rapport entre chansons de geste et romans courtois est ici vrai pour le rapport entre le renouvellement de la langue à travers de nouvelles métaphores à sens partageable et les métaphores hermétiques de la poésie décadente, n'est-ce pas? C'est le même rapport entre ce qui sait toucher une collectivité et ce qui sera réservé à une élite, finalement, à un petit cercle. Alors mon deuxième et dernier exemple concerne le discours philologique lui-même. Alors, et plus précisément la question de l'écriture ou du style scientifique. Alors en 1866, je l'ai évoqué, Gaston Paris avait fondé la Revue critique. Donc le titre complet, c'est Revue critique d'histoire et de littérature, et les autres fondateurs étaient Paul Meyer, Charles Morel et Hermann Zotenberg, un arabisant. Alors donc, c'était un organe exclusivement réservé à des comptes rendus. Donc il n'y avait pas d'articles proprement dit, il n'y avait que des comptes rendus d'ouvrages scientifiques. Alors la question du style scientifique est évoquée dès le prospectus de cet organe. En parlant des principes qui guideront la rédaction des comptes rendus, les 4 fondateurs mettent l'accent sur la dépersonnalisation des débats. Le premier point, celui auquel nous tenons le plus, est l'abstention complète de toute personnalité. Le livre seul est l'objet de la critique. L'auteur, pour elle, n'existe pas. Nous écarterons avec la même sévérité la camaraderie et l'hostilité systématique. Nous ne voulons adopter ni attaquer personne et nous ne prétendons servir qu'une cause, celle de la science. Le souci de dépersonnaliser les comptes rendus va de pair avec celui de faire accepter la philologie comme une discipline scientifique dont les résultats sont assumés comme des vérités objectives, comme des vérités désindividualisées. La même chose est évidemment vraie pour les travaux philologiques eux-mêmes, et ainsi c'est précisément le style impersonnel de Gaston Paris qui est mis en valeur par Paul Meyer dans son compte-rendu de l'histoire poétique. Sa personnalité, donc de Gaston Paris, n'apparaît pour ainsi dire pas. Et l'on peut suivre sans distraction, donc la présence d'un auteur serait de la pure distraction, sans distraction la fabuleuse histoire du grand empereur qu'on voit se dérouler régulièrement et comme d'elle-même. Ainsi donc, la notion d'auteur comme catégorie individuelle, comme figure du créateur, est totalement évacuée au seul profit du livre et de son intérêt pour le lecteur. Poussons les choses plus loin. Ne pourrait-on pas dire, en effet, que le livre philologique idéal serait en fait anonyme, né dans la classe des philologues et porteur de vérités scientifiques partageables? Ou pour reprendre l'idée de Goethe au sujet du rhapsode, le philologue resterait de préférence derrière le rideau, pour que l'on puisse faire abstraction de sa personnalité et n'écouter que la voix de la science. Sur le plan du style scientifique, le discours philologique se construisait à l'époque en opposition explicite au discours bellétriste qu'a évoqué aussi tout à l'heure Michel Zinc, donc au discours bellétriste et rhétorique qui dominait les recherches littéraires à l'époque. Et ce discours bellétriste est jugé par le philologue, par tous les philologues de l'époque, comme étant trop brillant, trop subjectif et souvent, presque par là même, scientifiquement problématique ou tout simplement faux. Et donc, nous pouvons compléter le tableau, à savoir que le même rapport constaté tout à l'heure entre ces différents éléments est maintenant présent dans le rapport entre le discours philologique, où il y a une vérité scientifique partageable par une collectivité, et le discours bellétriste qui est finalement un pur jeu d'esprit entre gens cultivés. n'est-ce pas ? Ça n'a aucune valeur générale. Et maintenant, j'ai essayé de donner un titre, de trouver une formule pour résumer. Il s'agit bien de 2 types de logique, en fait. Et donc, je propose d'appeler la première série la poétique de l'anonymat.
et l'autre, la poétique de l'anonymat. Enfin, je me permets d'introduire ce néologisme, mais il s'agit bien de ça, au fond. Donc, la poétique de l'anonymat, elle s'inscrit dans le registre des valeurs partageables, de la transparence du sens, du pouvoir intégratif, enfin, tout ce que j'ai essayé de vous dire. Et la poétique de l'anonymat relèverait de valeurs singulières, de l'opacité du sens, et elle aurait un pouvoir ségrégatif, destiné au happy few, en quelque sorte. Alors, je conclus. Les expressions que je propose ici de poétique de l'anonymat et de poétique de l'onymat ne se définissent donc pas par rapport au pôle de production, par rapport à la présence ou à l'absence d'un nom d'auteur, mais par rapport au pôle de réception, par rapport à la place que l'auteur est censé avoir en tant qu'individu singulier, originel, dans ce qu'il transmet au lecteur ou aux auditeurs. Plus cette place est réduite, et plus la communication littéraire semble être réussie aux yeux de Gaston de Paris. Ce qui d'ailleurs, je tiens quand même à le préciser, ne signifie pas du tout l'absence de qualité esthétique, mais il faudrait que celle-ci soit elle aussi partageable. Ce qui se transmet ainsi depuis l'anonymat absolu, enfin, que j'ai appelé absolu, de Jacob Grimm et à travers tout le processus de transformation historiste et scientifique jusqu'à Gaston de Paris, c'est l'idée d'une vérité générale ou de valeurs générales qui sont censées être transmises par les textes, que ces vérités ou ces valeurs soient d'ordre divin, humain, national, scientifique ou autre. La figure du rideau de Goethe devient ainsi une figure emblématique à statut complexe qui à la fois voile et dévoile. Le fait que le rideau cache l'individualité de l'auteur est la condition même, dans la poétique de l'anonymat, de l'émergence d'un sens partageable. Je vous remercie de votre attention. Pour rentrer sur vos traces. Vous avez tout dit, mais parce que Gaston Paris a dit lui-même beaucoup. Et plus, enfin, grâce à vous, on a redécouvert Gaston Paris. Et plus on connaît Gaston Paris, plus on l'admire et on a de sympathie pour lui. Alors, j'ai donné la parole à la salle. On voyait bien, à la fin, me semble-t-il, 3 points qui sont habilement et magnifiquement reliés dans ce tableau si éclairant que vous avez tracé, mais qui pour nous posent des questions différentes. D'une part, une voie sociologique, si on peut dire, qui est la plus problématique. La littérature du Moyen-Âge a les traits d'une littérature populaire parce que la culture de l'aristocratie n'est pas très différente de celle du peuple. Alors, c'est une idée qui est importante dans toute la construction de Gaston Paris, mais c'est peut-être l'idée la plus fragile ou celle qui demanderait le plus à être nuancée, reconsidérée. Mais à l'autre bout, cette idée qui est extrêmement forte et que vous avez très très bien montré, c'est que l'anonymat en lui-même est une vertu poétique, au regard du peuple, dans l'idée du peuple, mais d'une façon générale. L'effacement d'un auteur identifiable, d'un auteur qui s'impose ou qui trône sur le devant de son œuvre, favorise la communication participative, comme vous avez dit, favorise l'assimilation de l'œuvre, permettent à ceux qui l'entendent ou qui la lisent de la faire leur et favorise la vie de l'œuvre. Et c'est en ce sens
que la Volkspoésie est supérieure à la Kunstpoésie parce qu'elle elle permet cette sorte d'osmose. Et le troisième point, l'effacement de l'auteur savant, l'opposition de travaux véritablement scientifiques et de travaux bellétristes, comme vous dites, cette sorte des travaux de beaux esprits. Alors là, il ne fait pas de doute, vous avez très bien montré que dans l'esprit de Gaston Paris, il y a cette cohérence que vous établissez. Mais il y a, me semble-t-il, un saut, cependant. L'auteur de travaux scientifiques n'est pas exactement dans la même situation que le poète. Son effacement va de soi jusqu'à un certain point. Et c'est la mise en avant de soi-même dans une critique d'humeur, une critique d'impression, une critique de goût, qui définit un autre type d'écriture qui en fait n'a rien à voir. Et qui est du côté d'une forme de la littérature. Ce que Gaston Paris englobe la critique de goût dans ce que devrait être la critique universitaire, en somme. Et du coup, elle ne peut être que rejetée. Mais du point de vue de Brunetière, ou du point de vue de ses adversaires, cette critique du goût était en continuum avec l'expression littéraire. Elle ne se voulait pas réellement du côté de ce qui était pour Gaston Paris le travail historique. C'était comme une survivance de cette vieille idée de la littérature qui englobait toutes les formes d'écriture. Lorsque M. de Norpois dit au narrateur « Ah, vous voulez écrire comme c'est intéressant », justement, j'ai un jeune ami qui a très bien fait ses débuts dans la littérature. Il a écrit un ouvrage sur l'utilisation du fusil à répétition dans l'armée bulgare qui a été très remarqué. Et là, le narrateur, Proust derrière, Proust est un esprit moderne, comme Gaston Paris est un esprit moderne. Et pour lui, la littérature, c'est autre chose, et puis ça relève de la science historique. Mais Monsieur de Norpois est dans le camp de Brunetière, et pour lui, écrire, quoi qu'on écrive, consiste à faire le bel esprit. Mais enfin, je m'égare et revenons aux choses sérieuses et au noyau du discours d'Ursula Bellart et qui souhaite résumer. Monsieur.